Bienvenue à Saint-Malo pour la 10e édition de la Route du Rhum, destination Guadeloupe. Et la dernière étape avant le grand départ, c'est le passage des écluses juste derrière moi avec ces ultimes, ces trimarans géants qui sortent du port de Saint-Malo. C'est le dernier contact des skippers avec le public, avec la foule, avec la terre. Comme à chaque fois, je vais verser ma petite larme. C'est super émouvant parce que les gens sont là pour nous accueillir. Ça fait déjà 10 jours qu'ils sont là. En plus, cette année, il y a beaucoup de ferveur. On va aller ensuite s'amarrer sur des bouées à Dinard. Et donc le bateau va rester donc à partir de l'après-midi jusqu'à demain matin, amarré sur une bouée, jusqu'au moment où on va quitter cette bouée pour aller directement sur la ligne de départ. Les manœuvres elles prennent du temps, donc il faut que de temps en temps j'accepte de mettre le pied sur le frein pour ne pas prendre trop de risques. Et il y aura d'autres moments où je pourrais vraiment accélérer parce qu'il a un potentiel de vitesse incroyable. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il a été conçu pour 14 personnes, je serai seul à bord. On a réduit le mât, à l'origine il faisait 47 mètres, maintenant on l'a coupé par le bas et on a enlevé 6 mètres, on a gagné plus de 2 tonnes sur le bateau. Le bateau était à l'abandon depuis 10 ans. En Bretagne Sud, on l'a retrouvé sous un tas de feuilles avec 1 mètre d'eau dedans. Le moteur était mort, l'électricité était morte et on a absolument tout refait. C'est que des bénévoles qui ont œuvré dur jour et nuit depuis 2 mois et demi. On a apporté ici à Saint-Malo les couleurs du pays, les sons du pays, la musique du pays, la peinture du pays, la gastronomie du pays. Imaginez tout cela multiplié par 10, par 20, par 30, par 50 en Guadeloupe. Voilà. Voilà, le départ de la 10e édition de la Route du Rhum, destination Guadeloupe, a été lancé au large de Saint-Malo devant le fort national. Tous les concurrents sont partis maintenant pour démancher, traduction, sortir de la Manche avant de rentrer dans l'Atlantique. Au programme, 7000 km de navigation et la priorité pour tous les solitaires, c'est la sécurité. On essaie de s'accrocher un maximum. Quand on va faire des manœuvres à la banque, ça peut être compliqué ou ça bouge beaucoup. C'est s'accrocher en permanence, c'est déjà la principale sécurité, c'est celle-là. Parce qu'on sait qu'en solitaire, tomber à l'eau, c'est vite compliqué, il n'y a personne pour venir nous récupérer. Dès que je quitte ce cockpit dans des conditions un petit peu musclées, dès que l'eau commence à monter sur le pont, et systématiquement je me penche à l'intérieur. D'ailleurs il est là, hein, il est à sa place, je récupère mon harnais avec sa longe et je m'attache. Chez le solitaire, ce qui est interdit, c'est de ne pas être vigilant et de se retrouver éjecté du bateau. Bueno, la seguridad en el barco, tenemos muchos sistemas de seguridad y al final la responsabilidad es del patrón, de la persona que lleva el barco, en este caso yo, y uno tiene que marcarse los límites, ¿no? Dans cette transat en solitaire, tous les systèmes d'aide à la navigation sont autorisés, y compris le routage pour accomplir ce parcours entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Alors le routage, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un spécialiste météo qui est basé à terre, qui guide le marin solitaire dans ses choix stratégiques, notamment pour tenter de battre le record de vitesse absolue de la traversée, qui est de 7 jours, 17 heures et 19 minutes, établi par Lionel Lemonchois. C'était en 2006. L'équivalent de petits logiciels de messagerie
que l'on a sur des iPads, des iPhones, enfin n'importe quelle tablette, et ça permet d'être réveillé éventuellement, ce que j'aime pas trop. C'est vrai que le principe du routage, j'aime pas, hein. Mais là c'est indispensable. Parce qu'on va perdre de la lucidité inévitablement, les manœuvres sont telles que sur ces bateaux, la dépense physique est énorme, la récupération est difficile, surtout à mon âge avancé, et donc quand on arrive en fin de course, on manque de lucidité. Ce sont des modèles informatiques qui, depuis des années, des décennies maintenant, basés sur des statistiques et des prévisions et des modèles un peu, des grands modèles complexes qui calculent les prévisions météo. Bizarrement, on vieillit assez vite, du système pilot en tout cas, parce que c'est très stressant. C'est super hostile, mais c'est un truc étonnant, parce que ce qui est passionnant, c'est de gérer ces situations très complexes, toujours sur le fil. Il faut quand même d'abord être un habitué de la communication avec un bon routeur qui va prévenir 12 heures, 8 heures, 6 heures. Donc 6 heures avant une manœuvre un peu simple en soi. Nous avons retrouvé sur les quais de Saint-Malo la réplique d'une frégate corsaire de 1745, l'Étoile du Roi, un bateau long de 36 mètres avec 3 mâts hauts de 35 mètres qui porte une surface de voilure de 800 mètres carrés. Alors bien sûr, à l'époque des corsaires, il fallait pouvoir dormir quand on naviguait. Comment cela se passe-t-il pour les solitaires de la route du Rhum? Vous allez tout savoir sur la gestion du sommeil. Imaginez-vous dans un hélicoptère tout seul, mais vous n'êtes pas au poste de pilotage, vous allez vous mettre derrière près du moteur, là ça fait beaucoup de bruit, près de la turbine, et vous êtes sous pilote automatique, et vous essayez de dormir derrière. Voilà, un tout petit peu, la sensation d'un solitaire quand il essaye de s'endormir sur un trimaran à grande vitesse. Vous savez que dans les bateaux, il y a parfois des bruits qui vont jusqu'à 120 décibels, c'est énorme. Il y a des décélérations, des accélérations qui sont énormes. Et malgré ça, il faut être capable de déconnecter, de se dire je vais oublier le bateau, je vais oublier la course et puis je vais m'enfoncer dans le sommeil. Et ça, c'est c'est de l'art. Je dis souvent que ce sont des dormeurs de haut niveau. J'ai un petit oreiller que je mets là et je m'assoupis tranquillement à l'extérieur. Maintenant, de temps en temps, pour avoir une meilleure qualité de sommeil, quand les conditions sont bonnes, je rentre à l'intérieur, m'allonger sur ma bannette. La santé et la condition physique de tous les navigateurs engagés dans la route du Rhum destination Guadeloupe est essentielle. C'est pour ça que le médecin de la course, le docteur Jean-Yves Chauve, les a suivis bien avant le départ et au quotidien pendant la transat peut leur transmettre des prescriptions. Ils ont d'ailleurs tous à bord une trousse médicale. Ils ont une trousse médicale qui comporte à peu près plus d'une centaine de produits. Alors ça peut aller des produits d'urgence. D'ailleurs, ils ont même de la cortisone, qui est un produit qui est interdit normalement dans les épreuves sportives. Mais là, c'est la survie et la santé qui privilégient le côté sportif. Donc, s'ils doivent utiliser ce type de produit, eh bien, c'est moi qui fais la prescription et j'en réfère au jury. There wasn't time for preparation. I was so busy making the boat ready. That was my preparation. But it's good physical work. It keeps your muscles in tone. It keeps you fit. You have to go through this boat. You become very supple. Je me suis mis au vélo, vu que j'ai installé un vélo sur le bateau, parce que les efforts sont tellement importants qu'avec les bras ça ne me suffisait pas. J'ai un vélo qui est très efficace, hein, et j'ai un peu précalculé, je vais faire entre 600 et 1000 km pendant cette route du Rhum.
Le futur vainqueur de la 10e édition de la Route du Rhum Destination Guadeloupe devra franchir la ligne d'arrivée qui se trouve à quelques centaines de mètres en face de moi, devant la Creole Beach, ici à Gosier. Ensuite, il pourra rallier le cœur de Pointe-à-Pitre dans la Darse, en face de la place de la Victoire. Mais avant cela, il devra contourner une partie de l'île de la Guadeloupe avec un relief très compliqué qui peut jouer des tours, et notamment le fameux volcan de la Soufrière. Il peut y avoir des choix tactiques qui sont tout simplement de partir très au large pour se mettre en dehors du dévent de l'île. Ça rallonge la route, mais par contre on est assuré d'avoir du vent. Ou inversement, se rester sur la route directe et puis espérer avoir des contrevents. Et je pense qu'on va être plutôt sur une trajectoire tendue parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une bouée à basse terre, donc un point de passage obligatoire. La Soufrière étant très élevée, tout le relief étant très élevé, à la verticale sous le vent, là où va passer le premier bateau, il y aura très peu de vent ou des vents très évanescents, très irréguliers, et donc il y aura un travail important de manœuvre. Il faut aussi une part de réussite, il faut aussi bien naviguer, pas rater les coups météo. Voilà, Loïc a fait une très très belle trajectoire les 24 premières heures. Après, c'était beaucoup plus facile pour lui, notamment en étant devant. Il est passé dans un trou de souris en dessous de l'anticyclone des Açores, donc ça lui a permis de faire le break à un moment. Mais n'empêche qu'il a pas fait d'erreur pour l'instant, et je pense qu'il n'en fera pas d'ici l'arrivée parce que c'est un malin, il navigue très bien.